Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième après-midi de webinaire professionnel proposé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fête cette année ses 40 ans. 2 journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse, à prolonger du 27 novembre au 2 décembre à Montreuil avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr pour accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux. Tout de suite, comment intéresser l'enfant à la lecture à travers les jeux de société, le phénomène loup-garou de tierce-lieu. Ce webinaire est préenregistré, mais vous pourrez retrouver les éditions Castelmore sur le salon au niveau 0, stand M19. Donc merci d'être là. On est réunis tous ensemble ce soir pour discuter ensemble de l'adaptation littéraire jeunesse du jeu Loup-garou, les loups-garous de Tierce-Lieu. Donc je suis Claire Renaud-Deslandes, je suis directrice de la publication des éditions Castelmore. Et autour de la table, nous avons Hervé Marly et Philippe Despalières, qui sont les créateurs du fameux jeu. Étienne Bonin, qui est senior manager en charge du développement et du licensing chez Asmodée, l'éditeur du jeu, et Céline Edgar, qui est autrice jeunesse et adulte et qui a écrit notamment 2 romans jeunesse dans l'univers des loups-garous de Tierce-Lieu aux éditions Castelmore. Donc, comme je le disais, les éditions Castelmore ont le privilège et le grand plaisir d'avoir publié 2 romans officiels dans l'univers des loups-garous de Tierce-Lieu. Et le deuxième en date, celui-ci, il vient de sortir au mois d'octobre. Et voilà, et donc c'était l'occasion de discuter ensemble de tout le procédé de création d'une adaptation. Donc commencer peut-être par le commencement de toute chose. J'aimerais me tourner vers Hervé et Philippe et vous demander peut-être de nous raconter un petit peu comment ce jeu est né il y a déjà 23 ans et peut-être évoquer avec nous quelles étaient vos attentes ou vos craintes peut-être à l'idée de voir votre œuvre adaptée. Merci Philippe. Alors, le jeu est né il y a presque 25 ans, 24 ans, dans ce petit village de Tierce-Lieu où j'habitais avec ma compagne et où on cherchait vraiment une possibilité de se retrouver avec les amis au coin du feu. On habitait vraiment dans ce petit village. On se voyait avec les enfants, avec quelquefois 3 générations. Et on cherchait un jeu qui nous relie tous autour d'une veillée au village. Il se trouve que Hervé est venu jouer un week-end jeu de société au village, qu'on connaissait des vagues jeux comme l'Assassin que j'avais joué en colonie de vacances. Hervé est venu avec un jeu de cartes traditionnel et un embryon de règles qui venaient d'un jeu qu'on a identifié après comme étant un jeu russe soviétique sur les espions occidentaux. Et puis, on a passé une excellente soirée et on a avancé, Hervé et moi, pour faire un objet qui réunisse 8 à 18 personnes. C'était très ambitieux. Les rares éditeurs avec qui on en avait parlé me disaient « mais c'est pas possible, un jeu, c'est entre 2 et 4 joueurs, voire 6. Ça n'existe pas, un jeu de société à plus de 6 joueurs. » On s'est quand même acharné. On a travaillé beaucoup sur les contes pour enfants parce qu'on voulait des univers qui soient perçus par les différentes générations sans qu'il y ait une génération qui s'approprie l'univers par rapport aux autres.
Donc Hervé de son côté et moi, on a réfléchi à une structure plus avancée, à des personnages archétypaux, plein de personnages qui nous venaient par rapport au livre de contes qu'on a tous lus. Et puis petit à petit, il y a eu un premier prototype qu'on a testé au village, qu'on a testé à Paris évidemment, et jusqu'à ce qu'au bout de, je dirais presque un an, on obtienne quelque chose qui nous satisfasse. Et voilà, après on a appelé un illustrateur, j'ai représenté à des éditeurs qui nous ont dit non, ça peut pas marcher. Et comme j'avais une petite structure d'édition que je venais de monter pour faire un petit livre de jeu, j'ai dit mais tant pis, on y va, je prends ma structure et voilà. On a commencé par faire un premier tirage de 200 exemplaires fabriqués avec nos petites mains et les mains des enfants du village. C'était aussi le début d'Internet 2.0, donc il y a tout un réseau de joueurs qui sont embarrés. Chacun disait j'ai le numéro 47, j'ai le numéro 32, etc. On a fait, alors il nous en reste quelques-uns précieusement conservés. Il y a des joueurs qui mettaient sur Internet leur numéro de jeu. On en a fabriqué aussi une deuxième série, dont certaines pour 2 boutiques à Paris, qui ont eu leur jeu à leur nom. Et puis, on y a cru, les gens se l'arrachaient. Et donc, on a fait un premier tirage de 3000 exemplaires en tremblant. Et ça a été festival de jeux, et donc on se battait pour aller dans tous les festivals de jeux, et c'était devenu le jeu qu'on fait en fin de journée après le festival. Après, ça a été récupéré par les colonies de vacances, par les centres de loisirs, et c'est parti comme un feu de cheminée par en dessous. On n'a jamais fait de publicité officielle. Et mon distributeur, qui est Asmodée, qui était mon distributeur, pas mon éditeur, et pendant 5 ans, il me disait ouais, vous avez bien bossé, vous en avez vendu pas mal, mais vous verrez, ça va s'épuiser, c'est quand même un jeu de niche, etc. Et il a mis 5 ans avant de reconnaître que effectivement, on tenait quelque chose qui allait peut-être être important. Et voilà, ça a été notre petit bébé qui m'a obligé, moi, à continuer à faire l'éditeur pendant une 20aine d'années. Et puis, j'ai cédé la maison d'édition il y a 5 ans à Asmodée, qui continue à travailler sur l'objet. Et avec les moyens qu'ils ont, grâce à Étienne, il y a eu d'autres licences. Il y avait eu déjà les gens du film qui m'avaient approché. Et puis voilà, et puis c'est en train de... Et alors, il y a une conjonction, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Le roman est arrivé, le premier roman, c'était il y a 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. C'était il y a plus longtemps que ça. Plus longtemps. Ouais. C'était avant le Covid. Ah oui. Largement, hein. Il y a 5 ans. 2018, je crois. Ouais. Oui, exactement, novembre 2018. Que le temps passe vite. Et donc, Silène, qui habitait un peu dans ma région, est venue nous voir avec Paul. On a beaucoup parlé. On a adoré le rapport avec eux, le respect par rapport à notre univers. Et puis, on les a laissés libres en leur disant, vous choisissez une époque entre le Moyen-Âge et la Révolution industrielle. Et une première aventure est née que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que un des personnages était une amie très proche du village et elle est décédée, et donc ça m'a bloqué complètement. J'arrivais plus à lire la fin du livre. Et d'ailleurs, j'ai lu le deuxième et j'ai toujours pas réussi à lire le premier. J'ai très peur de l'apparition de Delphine. Voilà. Et puis Silène est devenue une amie, vraiment. On a même plein de projets ensemble, et voilà un peu l'histoire rapide de ça, voilà.
Ouais, en résumant, on a pris un squelette, on en a fait un être vivant. Je parle du jeu, hein. Et on a mis notre âme dans ce jeu. Ça a duré longtemps, des années. Mais voilà, on en a fait une sorte d'autonomie. Le jeu maintenant est adapté dans des supports auxquels on pensait pouvoir un jour arriver, mais sans y croire trop, hein. Et on a toujours été présents, on nous a toujours demandé notre avis, on a toujours dit ce qu'on pensait. C'est un peu un bébé avec de papa, hein. Ouais, de papa et pas de maman. Comment dire, le fait qu'il y ait un roman, je pense, a servi aussi aux gens qui ont osé une adaptation cinématographique, et ça nous a permis à nous de dire que on a le droit de s'emparer de l'histoire et d'en faire quelque chose de différent, et de commencer par l'expérience du roman, parce que c'est un objet moins fou, plus léger, moins lourd de sous-entendus financiers, et du coup les dialogues ont été très simples, et ça a été bien pour nous avant d'affronter des télés et des compagnies de cinéma où on sentait de l'autre côté des peurs de budget et donc des difficultés de nous écouter, et ça nous a permis de nous habituer à discuter, et je pense qu'on a bien fait de commencer par faire des romans. Et puis il y a un beau vernis culturel sur les romans qu'il n'y a pas encore vraiment tout à fait sur les jeux de société, hein. Oui, sans doute. Voilà. J'aimerais bien avoir la version Silène. Ouais. J'entends plus rien. Silène, justement, adapter un jeu de société d'expérience collective en roman, qui est l'expérience individuelle ultime, je dirais. C'est pas du tout évident. Comment est-ce que tu as abordé ce travail, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure-là? L'amour du jeu, déjà, ça a été la première chose. C'était incroyable. Quand on nous a proposé, quand Bragelonne nous a proposé d'adapter ça avec Paul, déjà, nous, on était contents à l'idée de retravailler ensemble, parce qu'on avait déjà fait 14-14. Mais on n'avait pas spécialement, enfin, c'était pas un souhait en soi, c'était une opportunité. Et puis sur les loups, on n'a même pas réfléchi en fait. On a dit oui, d'accord, ok, comment on fait? Et puis après, le deuxième moment super important, ça a été de rencontrer Hervé et Philippe. Parce que mine de rien, entre le côté ah génial, je vais faire un truc de dingue, je vais adapter en roman un jeu de société, c'est quand même pas commun en plus, hein, on va pas adapter le Monopoly ou la course à la réussite, quoi. Faut que ce soit un jeu un peu spécifique, avec un univers, avec quelque chose de tangible, et un cadre vraiment riche, ce qui est le cas des loups-garous de Tierce-Lieu. Et puis, donc, la deuxième étape qui était essentielle, c'était de voir avec Hervé et Philippe. Et je me rappelle vraiment de ce moment merveilleux chez Philippe, parce que en plus, c'était dans sa maison enchanteresse, là. Et puis, c'était comme un entretien d'embauche super cool, donc le plus long qui soit. Mais on était très bien nourris, et surtout très vite on s'est trouvé en fait. On a trouvé deux créateurs passionnés, politiquement, éthiquement, humainement. On s'est senti très bien avec eux, et on s'est dit ok, on a quelque chose qui fait que ça va être possible. Ce qui était d'autant moins évident qu'on a mesuré aussi avec Paul à ce moment-là, et moi ça m'a vraiment frappé que c'était un sacré enjeu de pas dénaturer ce qu'ils avaient fait, de faire quelque chose à la hauteur. Et donc bon, là j'avais bien les chocottes. Mais ce que j'ai fait comme d'habitude dans ces cas-là, c'est que je me suis dit bon, on va reprendre les choses à la base. Comme l'expliquait Philippe tout à l'heure, tous les deux ils sont beaucoup appuyés sur la culture populaire, la littérature, les contes, et donc pour Lune Rousse,
pour me rassurer, je me suis dit, bon, je vais aller chercher tout ce qu'il y a sur les loups-garous, les loups. Je vais aller chercher dans la culture populaire tous ces éléments-là. Alors, ça va de la culture un peu moins populaire, genre Victor Hugo ou Alfred de Vigny, à une culture super populaire comme le loup-garou de Londres ou des références pop qui sont dans le roman de manière plus ou moins évidente, dans Lune rousse, donc dans le premier. Et puis de jouer, en fait. C'est comme de faire une partie autrement. Faire l'alternance jour-nuit, créer les personnages qui vont bien, remettre les cartes de base. Et puis, on s'était dit qu'on allait mettre aussi toutes les cartes des extensions, enfin, en tout cas, un maximum. Donc, il y a plein de personnages qui passent des fois, le chevalier à l'épée rouillée ou le beg, par exemple, le juge beg, il passe très vite, mais ils y sont. Donc ça, c'était très, très drôle de lire et relire les règles. Quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est quand ils m'ont expliqué que vraiment l'écriture des règles elles-mêmes avait été un énorme travail. En fait, moi, je connaissais pas très bien le monde de la création du jeu. Donc, je pense que j'avais jamais interrogé ce travail d'écriture qu'ils ont eu eux aussi. Et là, il s'agissait de transformer quelques pages de règles très, très bien conçues, où chaque mot compte, en 300 pages. Donc, qu'il fallait bien concevoir aussi. Et puis, de fait, comme on reprenait un univers qui n'était pas à nous, avec Paul, on a tout de suite imaginé quelque chose pour que n'importe qui d'autre puisse le reprendre. Donc, on a imaginé un système dans Lune rousse qui fait que d'autres gens, d'autres écrivains, peuvent, ou d'autres artistes, d'autres sortes, peuvent reprendre l'idée parce qu'elle n'est pas fermée. Vous savez, dans un roman, vous pouvez avoir un début, vraiment une initiation et une fin qui font qu'il n'y a pas d'autres romans possibles. Là, non, en fait. En gros, il peut y avoir une histoire tous les 15 ans. Donc, ça a fait, sur plusieurs siècles, ça a fait beaucoup d'histoires. Et je ne pensais pas, moi, m'y remettre à un moment ou à un autre. Et puis, quand la confrérie du loup est arrivée, cette possibilité, j'étais très heureuse. J'ai eu l'impression de remettre des chaussons, de retrouver un univers tout en ayant d'autres choix, en m'adressant à des enfants peut-être un petit peu plus jeunes, en jouant sur d'autres choses, toujours dans le même esprit. En fait, ça a été rapide et agréable de recommencer. Et c'est drôle à faire, c'est de refaire une partie. Et en fait, je pense que je retrouve là encore une autre des caractéristiques du jeu. On peut jouer autant qu'on veut. Donc, je suis très, très contente. Tu mentionnais ton lectorat, l'âge de ton lectorat. Les deux romans s'adressent grosso modo au même rayon en librairie, mais le lectorat n'est pas tout à fait le même. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, dans Lune rousse, il y a, par rapport à ses références au conte, il y a une référence forte au Petit Chaperon Rouge. Et de fait, et l'âge des personnages et leurs préoccupations font qu'on l'a conçu plutôt pour les 12-15. Finalement, on a beaucoup de petits mouflets qui arrivent et qui ont 9 ans, 10 ans et qui veulent le livre. Et en fait, c'est un peu dur pour eux. Ils y vont quand même, mais je me suis dit, ça vaut le coup de leur faire un livre pour eux. Et donc, la confrérie du loup, il peut être lu plus tôt, il peut être lu entre 9 et 12 sans problème. Après aussi, je pense. Mais là, j'ai pas encore assez de recul parce qu'il vient de sortir. Et est-ce que, au fil du travail, est-ce que tu as échangé avec Hervé et Philippe, ou est-ce que tu as travaillé entièrement dans ton coin? Ils nous ont laissé la première fois et la deuxième fois très tranquilles, en fait, mais ils regardaient quand même ce qui se passait. Et moi, ça m'a surtout là sur la confrérie du loup, quand j'ai eu le retour de Philippe qui m'a dit mais c'est super, ça démarre super bien. Il m'a fait un super compliment, il m'a comparé à Stephen King. J'étais extatique et ça m'a vraiment beaucoup motivée. Enfin, écrire, c'est un marathon, donc il faut tenir quand même tous les jours. Et là, c'était bon, j'avais du jus pour aller jusqu'au bout, quoi. Et alors, justement, je saisis l'opportunité de me tourner vers vous, Étienne, parce qu'on parlait du processus de création de ton suivi. Vous, votre métier,
Alors, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu ce qu'est votre métier précisément, et comment vous intervenez justement dans le processus créatif des adaptations, qu'elles soient littéraires ou autres. Alors, moi, mon métier, c'est de travailler avec les différentes personnes, les différentes entités qui vont développer des licences, c'est pour ça des produits dérivés tirés de nos jeux. Alors dans le cas du roman de Silène, c'était facile parce que il y avait déjà eu un premier, et puis là il y en a un deuxième, et en plus elle s'entend très bien avec les auteurs, donc autant dire que une grande partie de mon travail est fait. Mais plus généralement, on va chercher à étendre les univers des jeux dans des endroits, des rayons vers des publics qui ne sont pas exactement les mêmes. Pour atteindre d'autres personnes, toucher d'autres personnes en essayant de leur faire vivre les mêmes émotions. Et puis peut-être en espérant les faire découvrir un jeu, le jeu aussi. Et puis pour les personnes qui sont déjà joueuses, les faire continuer, leur permettre de continuer de vivre, de prolonger l'expérience du jeu, mais d'une autre manière. Et donc le cas du roman est excellent, parce que lorsqu'on au Loup-garou de Terre-Soleil, on se raconte une histoire, on vit une histoire. Et ce que propose le roman, c'est d'aller en lire une autre où on n'est pas acteur, et qu'on découvre au fur et à mesure, mais où on va de la même manière vivre les mêmes émotions. Silène l'a très bien dit, rencontrer les mêmes personnages, et on a un petit peu une expérience de jeu par procuration, comme ça. Oui, à la fin du roman, d'ailleurs, Silène a demandé à ce que soient reproduites les cartes, enfin certaines cartes très emblématiques, et propose au lecteur d'essayer de noter en dessous le nom des personnages, s'ils les ont bien identifiés au fil du roman. Donc, voilà, tu as poussé, Silène, le parallèle avec le jeu, jusqu'à reproduire les cartes. Et Étienne, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes particulièrement vigilant ou en attente, en fait, quand vous envisagez une adaptation? Oui, c'est-à-dire que quelle que soit l'adaptation, et j'ai envie de dire quel que soit le jeu, il est important de garder ce qui fait son identité. Et donc dans le cas des Loups-garous de Tiercelieu, et c'est des discussions qu'on a très régulièrement avec Hervé et avec Philippe, on est sur un jeu qui s'adresse à toute la famille, et donc une adaptation ne pourra pas être, par exemple, gore. On n'est pas là pour faire un film d'horreur ou un livre horrifique. On pourrait l'imaginer, mais il est important il est important que toutes les personnes qui jouent puissent se retrouver dans le livre. Et donc, il se trouve qu'un livre originellement destiné à la jeunesse peut quand même être lu par des adultes, et les cas des romans de Silène sont tout à fait ça. Je suis de toute façon lecteur moi aussi de livres jeunesse. La littérature jeunesse, c'est un peu restrictif de le considérer comme ça, et je crois que le salon de Montreuil est un bon exemple, parce qu'il n'y a vraiment pas que des enfants qui y viennent. Donc l'idée, c'est véritablement de rester déjà parler aux mêmes personnes. Et puis aussi de maintenir une certaine intégrité dans le mode de jeu, et en l'occurrence sur les Loups-garous de Tiercelieu, sur les pouvoirs des personnages. Et ça, on fait très attention, et Hervé et Philippe font très attention à pas dévoyer le rôle d'un personnage. Il peut y avoir une adaptation. Contredisez-moi, hein, Hervé et Philippe, si je dis des bêtises. Il peut y avoir une adaptation, mais il faut quand même qu'on puisse se retrouver, qu'on comprenne pourquoi le personnage réagit comme ça, ou puisse faire ça. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence avec le jeu, parce que sinon, à quoi ça sert d'étendre un univers si c'est pour en casser toutes les règles?
Très bien. Mais je pense on va conclure cette table ronde. Je ne sais pas si vous pouvez, enfin si vous êtes bien connectés encore, Hervé et Philippe, mais Et j'aimerais vous laisser le dernier mot. Là, vous êtes dans un tourbillon d'adaptation. Enfin, le jeu a énormément de succès, et ce depuis longtemps, mais là, ça s'accélère, je dirais, tout le développement autour. Donc, je voulais savoir comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça fait d'être voilà, au milieu de tout ça. alors, ça fait quand même quelques temps qu'on sait qu'il va y avoir des choses, donc on s'y est préparé. Mais quand même, quand ça arrive, c'est un peu spécial. Ce week-end, on était à Strasbourg pour un des lancements du film où il y avait des jeux dans toute la ville, 5000 personnes qui répondaient à des questions pour pouvoir être invités à la séance. On était au milieu des comédiens qu'on n'a pas l'habitude de croiser. On dînait avec Jean Reno, Franck Dubosc. On est sorti de l'hôtel, on voyait qu'il y avait des gens qui faisaient la queue pour avoir des autographes. On est parti manger, on est revenu, il y avait encore les mêmes. C'est impressionnant. C'est une vie qui n'est pas la nôtre. Un auteur de jeu, pas comme un auteur littéraire, il disparaît. Nous, on n'est pas les créateurs d'une œuvre figée, enfin, d'une œuvre marquée. On est les constructeurs d'un dispositif avec lequel les joueurs vont faire une œuvre. Donc, on apparaît en général. Pardon. C'est comme si on était rentré devant des projecteurs. C'est très plaisant et un petit peu angoissant. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu énormément de presse. C'est vrai que je me rappelle avoir fait une après-midi de 4 heures de suite d'interview. J'avais jamais fait ça. Alors c'est à la fois enivrant et à la fois un peu déstabilisant. Voilà. Mais je pense que ça va se calmer. Oui, c'est comment ça en fait. Oui. C'est à la fois, c'est fatigant. C'est à la fois formidable, vraiment enthousiasmant avec tous ces gens plein de talent qui rajoutent du talent à ce que nous on a proposé. On avait quand même peur d'une sorte de... Donc on a été très vigilants. Et puis en fin de compte, bon, ça va. On a respecté ce qu'on avait apporté au jeu, tout cet amour du jeu. Donc globalement, oui, très satisfait. Et puis, c'est comme Silène, le jour où tu seras invité à la télé, parce que tu auras fait un succès énorme et qu'on te demandera sans arrêt les mêmes questions. Alors c'est super, hein, c'est super, mais on n'est pas habitués. Nous, on est des travailleurs de l'ombre. Ouais. À la fin, quand tu fais des jeux, vous avez une question. Si j'ai déjà répondu à cette question, l'interview est finie. Donc, il a été obligé d'imaginer une question qui n'aurait jamais été posée par d'autres et il a gagné, il a réussi. Après, je suppose que c'est la rançon de la gloire, mais bon. Voilà, en tout cas, on est très heureux. Et c'est pas fini. On peut dire qu'il va y avoir une bande dessinée l'année prochaine. On peut dire qu'il y aura peut-être un 3e roman de Silène, on ne sait pas. On peut dire qu'il va y avoir un énorme espace immersif à Montreuil, probablement l'hiver prochain, l'hiver 2025. Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, c'est très émouvant. Merci à toi, Silène. Merci. Grâce à ça, et merci Étienne qui porte le flambeau et qui a lui-même, depuis qu'il travaille avec nous, qui a lui-même apporté pas mal de... La bande dessinée, c'est grâce à lui et c'était son ancien univers. Il nous a fait rencontrer les bonnes personnes. Ça va être chouette à nouveau. Ouais, vous faites partie des talents dont je parlais précédemment. Et Silène, tu nous as donné un petit vernis culturel, hein, c'est que ça fait du bien, ça, pour les jeux.
En fait, moi, il y était. Il y avait déjà tout. J'ai fait un article de recherche du coup sur. J'étais allée interroger Philippe pour retrouver tout ça et il y est déjà. C'est ça qui est magique. Et moi, c'est ma vision de la littérature, cette espèce de marmite dans laquelle on a toutes nos références et on recrée en remontant sur les épaules des géants et vous êtes devenus des géants et c'est génial quoi. On est des nains nous aussi, mais portés sur les épaules des nains précédents qui font des géants. Et oui, ce que je voulais dire, Philippe et moi, tu sais, on adore la littérature, on doit être quelque part des sortes d'écrivains ratés, enfin, qu'on n'a jamais osé aller plus loin. Et ça peut se sentir parce qu'on a beaucoup travaillé, mine de rien, sur les textes dont tu parlais précédemment, d'introduction des personnages, pour leur raconter une petite histoire, pour leur donner une existence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais oui, on avait, en toute modestie... Moi, je me souviens d'avoir offert un jeu qui était l'extension personnage à une petite fille au cours d'une soirée. Et je me souviens évidemment du temps qu'on y avait passé à balancer les phrases, etc. Et je me souviens qu'elle l'avait lu comme si elle lisait un roman. Et ça m'a touché hyper profondément. C'est-à-dire que quelqu'un lise un livret de règles comme s'il découvrait une histoire, ça a été une grande récompense de voir son visage. Voilà. Après, je parle perso pour moi. Je crois que j'aurais jamais le courage de travailler que représente l'écriture d'un roman. Moi, j'aurais pas pu imaginer ce que vous avez fait. Je pense qu'on est des artistes à différents niveaux et vraiment, en effet, les règles, elles sont vraiment intéressantes. Il y a vraiment quelque chose, enfin, la matière, vous l'avez et en fait, après, faut juste avoir envie de se lever tous les matins et d'écrire la même chose en très très long, quoi. Et, voilà. Et avoir une bonne éditrice comme Claire qui empêche de faire n'importe quoi et de partir trop loin. Parce que je peux la saluer quand même pour sa capacité à m'empêcher de faire n'importe quoi. Parce que des fois, elle me dit « Ah non, mais là, Silène, non, c'est pas la peine d'imaginer que ton héros est le fils de Rabelais et que blablabla. Et non, c'est bon, tu te calmes maintenant. » Je le dis pas comme ça. Ouais. Non, tu le dis très gentiment, mais de manière très polie en plus. Mais c'est bien aussi. C'est un travail d'équipe en fait. Je pense que ça a été vraiment ça. Ce qui est incroyable autour de toute cette affaire, c'est que c'était un jeu, tu le disais Philippe, c'était inimaginable de jouer à autant. Et ben en fait, on joue tous ensemble depuis un petit moment et c'est drôlement chouette. Eh bien, merci beaucoup d'avoir échangé autour de cette table ronde virtuelle. C'était formidable. Et désolé pour les soucis techniques. c'est rien, c'est pas grave. C'est comme ça, les réunions virtuelles. Il faut faire avec. Les aléas du direct. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous.